Norman, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Cela signifie beaucoup. Avec plaisir. Hier, The Lancet a publié un nouveau rapport. Ils estiment le nombre de morts dans la bande de Gaza du 7 octobre 2023 au 30 juin 2024. Les auteurs commencent par aborder le fait que le ministère de la Santé de Gaza a régulièrement été mis en question par des politiciens et commentateurs pro-israéliens qui accusent, je cite, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, de produire des données frauduleuses. Lors d'une conférence en 2014, vous aviez prédit qu'Israël avait interdit aux observateurs des droits de l'homme d'entrer à Gaza après l'opération Plomb durci, de sorte que la seule source fiable de données sur la santé et les victimes lors des attaques israéliennes serait le ministère de la Santé de Gaza, qu'Israël accuserait ensuite d'être le Hamas et d'inventer toutes ces données, ce qu'Israël et ses partisans ont effectivement fait. Mais ce rapport publié hier a indiqué que les chiffres du ministère de la Santé de Gaza sont inexacts, bien que pas de la manière dont les partisans d'Israël le prétendent. The Lancet a constaté que les données du ministère de la Santé de Gaza étaient trop conservatrices. Non pas qu'il s'agissait d'un surcomptage, mais plutôt d'un sous-comptage grossier. Voici ce qu'ils ont dit. En combinant 3 listes de données, les listes officielles des hôpitaux, les enquêtes du ministère de la Santé et les nécrologies sur les réseaux sociaux, nous fournissons une estimation de la mortalité qui tient compte de la sous-déclaration. Nous estimons une mortalité totale due à des blessures traumatiques de 64 960 personnes, ce qui implique que les rapports du ministère de la Santé ont sous-estimé les décès de 41%. Et ils disent qu'en octobre 2024, l'estimation officielle du ministère de la Santé était de 41 909, ce qui suggérerait que les chiffres réels de mortalité dépassaient probablement 70 000 personnes. Norm, si vous parlez aux partisans d'Israël et les confrontez à cela, ils vous diront que ces chiffres peuvent être élevés, mais qu'en général, Israël a été justifié dans ce qui a été fait à Gaza, que c'est simplement la guerre. Beaucoup admettront même que des crimes de guerre sont commis, mais ils sont souvent rejetés comme des incidents isolés ou des brebis galeuses, et non comme une routine, intégrée dans la manière dont Israël opère envers les Palestiniens, et quelles sont ses règles d'engagement à Gaza. Vous notez souvent dans les interviews qu'il n'y a pas de guerre à Gaza, qu'il est incorrect de l'appeler ainsi. Il n'y a pas vraiment de combat ou de bataille. En fait, pendant les premières semaines, il n'y avait aucune opération terrestre. Israël larguait des bombes de 2000 livres sur des immeubles d'habitation, des bâtiments de l'ONU, des écoles et finalement des hôpitaux. Cela a été cohérent avec la manière dont Israël a combattu par le passé, comme vous l'avez documenté. Vous présentez toutes les preuves dans votre livre, Gaza, An Inquest into its Martyrdom. Historiquement, comment Israël mène-t-il ses soi-disant guerres à Gaza? Comment se comportent les soldats israéliens lorsqu'ils mènent leurs opérations terrestres à Gaza? Et de quelle manière les incursions précédentes d'Israël à Gaza et le soutien qu'ils ont reçu de leur principal allié, les États-Unis, ont-ils créé le précédent de ce que nous voyons aujourd'hui? Tout d'abord, à un moment donné, l'armée israélienne était une force de combat. À ce sujet, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de contestation. Ils ont commencé pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans les années 1930 pendant ce qu'on appelait la révolte arabe, entre 1936 et 1939. Ils ont commencé à recevoir un entraînement sérieux de la part des Britanniques. Il y avait un type qui semblait avoir été un psychopathe dans l'armée britannique nommé Ord Wingate, et il a commencé à entraîner les Israéliens. Ils avaient alors, ou je devrais dire ce qu'on appelait qui n'était pas encore israélien, les forces de combat dans le Yishuv israélien. C'était la communauté juive pré-israélienne en Palestine
IAI-SHUV, le Yishuv. Ils avaient également beaucoup d'expérience de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où la guerre de 1948 est arrivée, ils n'étaient peut-être pas de l'ordre de l'Armée rouge, mais ils étaient une force de combat compétente. Et cela a été affiché. Et ils avaient aussi le moral, soyons clairs à ce sujet. Léon Trotsky, qui était le chef de l'armée rouge russe, a dit dans ses écrits militaires, et il y a un livre consacré à ses écrits militaires, que le moral est le facteur principal dans la guerre, pas la technique, mais le moral des soldats. Et il faut garder à l'esprit, et nous ne devrions pas le minimiser ou l'ignorer, que c'est juste après l'Holocauste nazi. Les Juifs étaient déterminés à obtenir un État par tous les moyens possibles. Ils ne permettraient à rien de se mettre en travers de leur chemin. Et ils se sont comportés avec une totale et complète impitoyabilité, et aussi avec un combat efficace. Au moment où nous arrivons à la guerre de 1967, je saute la guerre de 1956, l'assaut anglo-franco-israélien sur l'Égypte, l'invasion du Sinaï. Si nous remontons à 67, il y a un peu un abus de langage à mon avis, une méprise sur le niveau de compétence de l'armée israélienne en 1967. Je sais qu'on la décrit souvent comme la guerre des 6 jours, au cours de laquelle les Juifs, ou les Israéliens à ce stade, ont infligé une victoire militaire éclatante aux États arabes. Ce n'est pas vraiment vrai. Il y avait un historien décent nommé Patrick Saal, S-E-A-L, et il avait un chapitre dans l'un de ses livres décrivant 1967. Il l'appelait « la promenade des 6 jours ». La promenade des 6 jours, parce que, croyez-le ou non, je sais que cela peut sembler hyperbolique, mais je pense pouvoir dire avec confiance que ce n'est pas le cas. La guerre des 6 jours, comme on l'appelle, était en fait terminée en 6 minutes. Je sais que ça peut sembler exagéré, mais je vous assure que ce n'est pas le cas, car l'armée de l'air israélienne a lancé une attaque préventive contre l'armée de l'air égyptienne qui était entièrement stationnée au sol. Les avions étaient tous au sol. Une fois qu'ils ont anéanti l'armée de l'air égyptienne, cela est devenu, et je cite maintenant Walt Rostow, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Lyndon Johnson, le président de l'époque. Il a décrit la guerre comme, je cite, un tir au pigeon, parce que l'armée égyptienne n'avait pas de soutien aérien. Il n'avait aucune couverture. L'armée de l'air avait été anéantie. En environ 6 minutes ou 10 minutes, je ne me souviens plus, c'était comme 6 minutes ou 10 minutes, l'armée de l'air égyptienne avait été anéantie. Et donc, les chars, les troupes n'avaient pas de couverture aérienne, pas de protection aérienne. C'était donc un massacre. Les avions israéliens sont entrés, ont tué tout ce qui était en vue. Vous savez, c'était très facile. Sur le front jordanien, presque aucune arme n'a été tirée. Je sais que les gens contesteront cela. Je peux citer les sources. Je ne dis pas quelles sont les sources définitives, mais ce sont de bonnes sources. Donc après 1967, la prochaine grande guerre est en 1982. En 1982, il semble y avoir une certaine résistance de la part des Palestiniens au Liban par l'OLP. Mais du côté de l'OLP, il y avait un très haut niveau d'incompétence, parce que Arafat a essentiellement choisi des chefs militaires qui étaient des incapables, non pas sur la base de la compétence, et beaucoup d'entre eux ont fui le champ de bataille. Et Israël, encore une fois, avec cette force aérienne létale, a tué environ, selon les estimations, 15 000 à 20 000 civils, libanais et palestiniens, principalement des civils. Le prochain engagement majeur se déroule à nouveau au Liban, mais cette fois, c'est contre l'armée de Dieu, le Hezbollah. Et là, on voit qu'il commence à montrer un niveau de compétence militaire beaucoup plus bas, en partie, je crois, parce qu'ils n'étaient plus très motivés.
Ce n'était plus, vous savez, le terme à la mode, ce n'était plus des guerres existentielles. Israël a mené, on pourrait dire, une guerre existentielle en 1948. Maintenant, c'est vrai, comme le dit Benny Morris dans l'un de ses livres, le côté le plus fort a gagné. Israël avait plus de troupes en 1948. Il avait plus d'équipements militaires après les 3 premières semaines. Les 3 premières semaines, c'était difficile. Mais après les 3 premières semaines, il avait plus d'équipements militaires. Mais c'était toujours une force de combat compétente, avec un très haut niveau de morale, parce qu'elle était forte. Nous allons obtenir cet état. Nous allons obtenir cet état par tous les moyens. Nous allons obtenir cet état. Dans les années 1980 et jusqu'en 2000, il n'y avait pas ce même sentiment de menace existentielle. Il n'y avait pas ce même haut moral. Et vous voyez la compétence commencer à diminuer dans la force de combat israélienne. En 2000, le Hezbollah a réussi à expulser Israël du sud du Liban. En 2006, pendant la guerre de 34 jours, je pense qu'il est correct de dire que le Hezbollah a gagné. Les Israéliens ont qualifié cela de statu quo. Quoi qu'il en soit, à partir de là, vous commencez à voir une courbe descendante dans laquelle Israël ne mène plus de guerre. Si vous regardez l'opération Plomb durci en 2008-2009 que vous avez mentionnée, et l'opération Bordure protectrice en 2014, ce n'étaient pas des guerres. En fait, pour être honnête, Israël ne les a pas vraiment décrites comme des guerres. To be honest, Israel didn't really describe them as wars. They described it as mowing the lawn. Ils l'ont décrit comme tondre la pelouse. Tondre la pelouse n'est pas une métaphore belliqueuse. Tondre la pelouse évoque l'image d'une maison de banlieue où quelqu'un sort avec une tondeuse à gazon et coupe l'herbe. Ce n'était pas des guerres. Le rapport Goldstone a décrit l'opération Plomb durci comme étant conçue pour humilier, punir et terroriser la population civile. C'est ce qu'ils ont dit, que son objectif était humilier, punir et terroriser la population civile. Ce n'est évidemment pas une guerre. Et donc je dirais qu'à partir des soi-disant tontes de la pelouse à Gaza, ce n'était plus des guerres. Il y avait cependant une différence entre ce qui s'est passé avant et après le 7 octobre. Avant le 7 octobre, Israël considérait son objectif comme étant de tondre périodiquement la pelouse à Gaza. L'herbe pousse dans ce sens. Les habitants de Gaza deviennent plus confiants et indépendants d'esprit. Il est temps d'envoyer l'armée de l'air et l'artillerie pour tondre la pelouse. Après le 7 octobre, une décision claire a été prise. Nous ne tondons plus la pelouse. Il est temps d'extirper, ce qui est le mot sophistiqué pour arracher par la racine. Après le 7 octobre, la décision a été prise. Nous allons résoudre la question de Gaza, la soi-disant solution finale à la question de Gaza. The so-called final solution to the Gaza question. And so they were no longer mowing the lawn. Et donc, ils ne tondaient plus la pelouse. Ils allaient extirper chaque brin d'herbe à Gaza. Comme cela s'est passé, la moitié de ces brins étaient des enfants. Et cela a pris essentiellement 3 formes. Il y avait le génocide pur et simple, vous vous souvenez d'Amalek, et des déclarations génocidaires de ce genre. Il y a eu la tentative de nettoyage ethnique massif au tout début, mais cela n'a pas fonctionné parce que l'Égypte l'a opposé. Et puis il y a probablement eu ce qui est devenu le motif principal, qui était de rendre Gaza inhabitable. Et je pense que cet objectif a été atteint. Il ne reste rien à Gaza. Eh bien, je veux vous poser des questions à ce sujet, parce qu'en ce moment, Israël est, l'opération actuelle dans le nord de Gaza a été reconnue comme une campagne de nettoyage ethnique par un certain nombre de sources, Oxfam, Human Rights Watch, mais aussi plus récemment, de manière très notable, l'ancien ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon. Il a dit la même chose. Vous lirez à peine ce qui se passe vraiment dans cette guerre, qu'il n'y a pas beaucoup de combats dans les médias d'entreprise américains.
Mais dans la presse israélienne, comme Haaretz, ils documentent régulièrement toutes ces atrocités à Gaza. L'autre jour, ils ont décrit une culture de vengeance parmi de nombreux enrôlés. Et si vous avez besoin de plus de preuves de ce genre de comportement routinier, vous pouvez regarder les flux de médias sociaux des soldats israéliens déployés à Gaza, qui publient vraiment avec enthousiasme leurs propres crimes de guerre sur leurs Instagram et Facebook ouvertement. D'où cela vient-il dans la société israélienne? Comment expliquez-vous tout cela? Il y a quelques commentaires à faire. Tout d'abord, il y a quelque chose d'inhabituel dans ce qui se passe, du moins en comparaison. Disons que si vous prenez le cas des nazis, l'extermination nazie avait ce que l'on pourrait appeler ses aspects ironiques, si nous pouvons utiliser ce terme dans le contexte de l'extermination des Juifs. Les nazis étaient censés mener la solution finale avec un sang-froid, une objectivité et un détachement complet. Et cela signifiait qu'il n'était pas permis de donner libre cours à vos impulsions sadiques, pour ainsi dire, animales. Cela était contraire à la doctrine nazie. La doctrine nazie a été exprimée de manière la plus célèbre dans un discours par, je suppose que c'était Himmler à Posen. C'était le discours célèbre dans lequel il disait « pauvres de nous », signifiant nous, les Allemands, pauvres de nous, que nous avons été choisis pour mener à bien la solution finale des Juifs, qui sont une telle menace, peste et cancer dans la société humaine. Et donc, vous êtes censé le faire avec une certaine retenue et détachement. Croyez-le ou non, c'est en fait, comme je l'ai dit, ironique, au point que l'ironie se dépasse elle-même. Il y avait de nombreux nazis qui ont été poursuivis pour comportement sadique. Ils ont été poursuivis pour comportement sadique. Dans le cas des Israéliens, il y a une sorte, oui, je pense que c'est exact, puisque vous êtes au Brésil, d'atmosphère carnavalesque autour de l'extermination qu'ils mènent à Gaza. Et tout est publié sur le web. Il y a un historien israélien, Lee Mordecai, qui a une très grande compilation documentant le génocide israélien. Documenting the Israeli genocide. And really the most harrowing. Et vraiment, les pages les plus déchirantes et poignantes de son dossier sont son catalogue de vidéos, l'une après l'autre, décrivant simplement les vidéos publiées par les soldats israéliens. D'où cela vient-il? Je pense que ça provient de nombreuses sources. Le pur racisme, ce qui est vrai, je veux dire, je déteste les slogans comme le colonialisme de peuplement, que je trouve assez dénué de sens. Mais il y a un aspect, bien sûr, aux colonies de peuplement qui anéantissent les populations indigènes. Et vous avez besoin d'une certaine justification idéologique pour ce genre d'activité. La justification idéologique habituelle est que la population indigène est d'une certaine manière sous-humaine. Il y a donc cet aspect. Il existe cette version sécularisée de l'élection dans la société israélienne. Cette notion que nous ne sommes pas seulement meilleurs que les Arabes. Croyez-moi, pas seulement meilleurs que tous les goyim, tous les non-juifs. Ils ont du mépris. Il y avait autrefois un gouverneur de l'État de New York nommé Nelson Rockefeller, et il était l'un des frères Rockefeller, qui étaient à l'origine les chouchous du pétrole. On disait de Nelson Rockefeller, c'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. Il a du mépris pour tout le monde. Et c'est là que, fondamentalement, les Israéliens ont du mépris pour tout le monde. Mais ils préservent ou réservent un mépris particulier pour les Arabes en général et on pourrait dire pour les Gazaouis en particulier. Et puis en ajoutant l'aspect colonisateur, l'aspect de l'élection sécularisée, en le combinant, ils ne voulaient pas exercer une véritable vengeance pour le 7 octobre. Il n'y a aucun doute dans mon esprit à ce sujet. Ils voulaient exercer une... Ils étaient indignés, tout comme les nazis d'ailleurs. L'idée que ces intermenschen,
ces sous-humains, puissent mener cette action. Les Israéliens n'étaient pas seulement indignés par le simple massacre du 7 octobre, qui est d'une très grande ampleur. Ils étaient indignés par la compétence technique que le Hamas avait révélée, et aussi par l'incompétence technique que la société high-tech israélienne avait révélée. Donc, quand vous combinez tous ces facteurs, comme vous l'avez souligné dans vos remarques introductives, si vous retournez lire les témoignages israéliens, les témoignages de Breaking the Silence, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je dirais qu'il est correct de dire qu'à un moment donné, la quantité se transforme en qualité. Quand c'est si massif, si intense, alors c'est qualitativement quelque chose de nouveau. Et la quantité s'est transformée en qualité après le 7 octobre. Il y a eu un incident révélateur à ce sujet que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Et peut-être pourriez-vous me l'expliquer. Cela s'est passé cet été. Et évidemment, vous savez, nous entendons toujours parler des otages que le Hamas détient à Gaza. Mais comme B'Tselem l'a rapporté cette année dans le rapport Bienvenue en enfer, Israël a détenu plus de 10 000 Palestiniens enlevés de Gaza et de la Cisjordanie. Plus 5 182 de ces personnes ont été détenues avant le 7 octobre en tant qu'otages, si vous voulez les appeler ainsi. Je ne pense pas que vous devriez les appeler ainsi. Ce ne sont pas des otages, ce sont des détenus. Eh bien, ces otages étaient dans ces prisons comme l'État Yémen. Une vidéo a été publiée montrant les abus sexuels sur des détenus palestiniens. Cela a été rapporté depuis longtemps, mais il y avait enfin une vidéo de cela. Et la réaction en Israël à cet incident a été des manifestations. Mais ce n'étaient pas des manifestations en faveur des Palestiniens qui étaient abusés sexuellement. C'étaient des manifestations normes en faveur des agresseurs, disant qu'ils ne devraient pas être punis. Ils ont essentiellement fait irruption dans cette installation et exigé la libération de ces soldats qui faisaient l'objet d'une enquête pour viol. Comment expliquez-vous cela? Dans quel type de cadre moral faut-il être pour considérer son propre peuple ethnique comme plus précieux que les autres à ce point? Je pense que c'est une combinaison de deux choses. C'est tout d'abord la ferveur nationaliste de cet État juif, cette ferveur nationaliste démente, et puis c'est combiné avec le fait qu'Israël a une armée de citoyens. Maintenant, dans des circonstances normales, je dirais que c'est une bonne chose. Je pense que tout comme tout le monde doit payer des impôts, chaque citoyen devrait supporter le fardeau de la défense de son pays. Et personne ne devrait pouvoir échapper à ce fardeau, qui peut être, dans certaines circonstances, mortel à supporter. Mais je ne pense pas, vous savez, pendant la guerre du Vietnam, nous avions je ne me souviens plus, c'est drôle, ça m'a échappé, mais les étudiants obtenaient des sursis, n'est-ce pas? Si vous étiez à l'université, vous obteniez un sursis automatique pour la période où vous y étiez. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont les personnes pauvres qui devaient se battre. Il y a donc du mérite à la notion d'une armée citoyenne, mais il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser l'argument selon lequel ce ne sont que quelques pommes pourries qui commettent cette horreur. C'est représentatif de l'ensemble de la société israélienne. C'est un échantillon de la société israélienne qui commet l'horreur. Et donc, pour beaucoup d'Israéliens, c'est là, mais pour la grâce de Dieu, je pourrais être. Autrement dit, dans cette situation, je pourrais faire cela. Parce que c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre fils, c'est votre fille, c'est votre cousin, c'est votre famille. Alors, ils sont très protecteurs, parce que cette armée, on pourrait dire, double le fervent nationalisme habituel de n'importe quel pays en temps de guerre. C'est doublé par le fait que tout le monde se voit comme là, mais pour la grâce de Dieu, dans cette armée,
parce que c'est une armée de citoyens. C'est un échantillon représentatif. Donc quand ils acclament, ils demandent l'exonération. C'est une projection. Ils demandent l'exonération pour eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils pourraient être dans cette position. C'est la position de leur famille. Vous savez, pendant la guerre du Vietnam, disons, nous n'avons jamais pensé, si vous étiez comme moi, blanc de la classe moyenne inférieure, étudiant à l'université, nous n'avons jamais vu les soldats comme étant nous-mêmes. Nous ne l'avons pas fait. We never saw the soldiers as being ourselves. We did not. They were kind of Ils étaient à plusieurs degrés éloignés de nous. Nous n'avons pas grandi avec eux. Vous savez, nous avons grandi dans des quartiers où tout le monde allait à l'université. Nous n'étions pas dans leur tranche de revenus. Bien sûr, nous nous identifions à eux, en gros, en tant qu'Américains. Mais au-delà de cela, non. Dans le cas d'Israël, chaque soldat est un citoyen. Chaque citoyen est un soldat. Il y a quelques exceptions, mais vous voyez l'idée. Et donc, il se voit dans ces soldats. Ce n'est pas comme s'ils disaient « Oh, ceux-là, vous savez, ils sont incivilisés ou brutaux ». Ils ne diront jamais ça. Ils ne diront jamais qu'ils sont incivilisés ou non éduqués. Vous savez, c'est ce que nous dirions. Vous savez, il y a eu une affaire célèbre aux États-Unis, le massacre de My Lai. Et la personne qui a servi de bouc émissaire était un gars nommé Calais, le lieutenant Calais. Et quand nous regardions Calais, c'était un plouc, vous savez, du Sud. Et nous disions, « Oh, il est inculte, sans culture, sans civilité. » C'est ainsi que nous nous distancions des crimes de personnes comme Calais. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne le feraient jamais, parce que c'est leur famille. Donc c'est pas surprenant. Le dernier sondage que j'ai lu disait, je pense que je l'ai lu dans la compilation de Lee Mordecai, mais je ne suis pas sûr. C'était plus de 60% des Israéliens qui sont contre la punition des soldats pour des méfaits, y compris les accusations de viol. Je pense que tout le monde comprend maintenant qu'une des façons, et vraiment la façon, dont Israël peut agir avec impunité envers les Palestiniens, son invasion de Gaza, mais aussi son annexion de la Cisjordanie et son invasion des pays environnants, le bombardement de la Syrie, du Yémen et du Liban, c'est grâce au soutien des États-Unis, diplomatiquement et évidemment en armant et finançant ces conflits à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une des raisons pour lesquelles cela se produit et comment le système fonctionne si fluidement, c'est que si vous vous opposez aux États-Unis, à ce financement d'Israël et à notre soutien inconditionnel à ce gouvernement étranger, vous êtes instantanément accusé d'antisémitisme et de bigoterie haineuse envers les Juifs. Et c'est quelque chose que vous avez vécu et que beaucoup d'autres ont vécu en essayant de critiquer Israël. Vraiment, dans toutes les grandes institutions américaines, surtout après le 7 octobre, nous avons vu cela de l'académie au gouvernement, en passant par le lieu de travail. Les critiques d'Israël, y compris les Juifs, sont systématiquement accusés de ce type de bigoterie. Ils sont rapidement punis pour leurs opinions. Des milliardaires comme Bill Ackman organisent des campagnes de mise sur liste noire pour les étudiants universitaires qui critiquent Israël ou rejettent le sionisme. Des professeurs d'université comme vous, Steve Salaita et Norman Finkelstein, se voient refuser la titularisation ou sont carrément licenciés pour leurs opinions sur Israël. Les écoles professionnelles, les entreprises et les cabinets d'avocats licencient et mettent systématiquement sur liste noire les étudiants et les jeunes professionnels qui participent simplement à des manifestations ou portent des foulards kéfiés. Des bases de données en ligne entières ont été construites, normes comme Canary Mission et Stop Antisémitisme, pour rendre ces critiques d'Israël inemployables en tant qu'antisémites. Il y a vraiment eu une attaque majeure contre la liberté d'expression afin de maintenir ce soutien inconditionnel et sans réserve que nous avons pour Israël, que vous documentez dans votre dernier livre, I'll Burn That Bridge When I Get to It,
et d'autres écrits, comme The Holocaust Industry, où vous montrez votre cohérence sur les questions de liberté d'expression, en apportant une critique non seulement de la suppression des discours pro-palestiniens, des points de vue avec lesquels vous êtes d'accord, mais vous passez également beaucoup de temps à critiquer les excès de la gauche woke, qui bien avant le 7 octobre, ont promu le cadre de beaucoup de la censure que nous avons vue. Reconnaissez-vous que ces tactiques déployées par le lobby pro-israélien contre leurs critiques sont en quelque sorte exactement les mêmes, sinon plus extrêmes et efficaces, que celles de la soi-disant gauche woke, que j'entends constamment ces mêmes partisans d'Israël dénoncer lorsqu'il s'agit de tout autre groupe de personnes? Number one, this whole woke cancel culture Premièrement, toute cette culture de l'annulation woke a été un désastre royal pour deux raisons fondamentales. La première raison fondamentale est que notre arme la plus forte est la vérité. Les faits sont de notre côté, et nous ne devrions pas craindre une confrontation publique sur la base des faits. Maintenant, lorsque vous commencez à invoquer le droit à la censure, parce que je cite « cela me met mal à l'aise » ou je cite « cela me fait me sentir indésirable », vous fournissez maintenant le prétexte parfait pour faire taire les discours indésirables. Mais c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire taire, parce que c'est précisément parce que les faits sont de notre côté. La vérité est de notre côté. La justice est de notre côté. Donc, nous ne devrions pas permettre la création de prétextes sur la base de se sentir mal à l'aise et indésirable. Nous ne devrions pas permettre la création de ces prétextes pour faire taire les discours. C'est complètement insensé ce que la culture de l'annulation woke a fait. Et je pourrais ajouter, je l'avais prédit. Si vous vous tournez vers la page 37 de mon dernier livre, I'll Burn That Bridge When I Get to It, j'ai explicitement dit que si des étudiants pro-palestiniens protestent contre la venue d'un Israélien sur le campus au motif que cela nous fait nous sentir indésirables et mal à l'aise, ce n'est qu'une question de temps avant que l'autre camp ne dise la même chose, que ces slogans, ces orateurs nous mettent, c'est-à-dire les Israéliens et les Juifs, mal à l'aise. C'était un désastre complet. Je vais juste vous donner un fait. Je vis à New York. Je suis à, on pourrait dire, 20 000 d'environ 40 universités et collèges communautaires dans le périmètre. Environ 40 000. Excusez-moi. Environ 40 collèges et universités et collèges communautaires. Savez-vous qu'à New York, depuis septembre, je n'ai reçu aucune invitation pour parler. J'ai reçu ma première hier de Brooklyn College. C'était la première. Maintenant, tout le monde est terrifié à l'idée d'inviter un orateur dissident sur Gaza sur leur campus. Je n'ai aucun doute que cette tentative aurait été faite de toute façon, pour faire taire culture woke ou pas, culture de l'annulation ou pas. Mais vous avez fourni le prétexte. Vous l'avez offert sur un plateau d'argent. Maintenant, tout ce qu'ils ont à dire, c'est que nous nous sentons indésirables, nous nous sentons mal à l'aise et nous nous sentons en danger. Et c'est tout. C'est fini. Deuxièmement, il y avait une différence fondamentale entre les partisans des Palestiniens et l'autre camp. Vous savez quelle est la différence fondamentale? L'argent. Du côté palestinien, tout ce sur quoi ils peuvent compter, c'est la ferveur morale. Mais de l'autre côté, ils ont permis à la classe des milliardaires suprémacistes juifs de dire que nous retenons nos contributions d'anciens élèves, qui étaient très substantielles. Pas nécessairement par rapport aux dotations de lieux comme Harvard. Oui, relativement parlant, les dotations, les contributions des anciens élèves par rapport à leurs dotations étaient petites. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'était quand même des sommes d'argent très substantielles. On parle de 50 millions de dollars ici, 100 millions de dollars là. C'est l'une des conséquences de cette distribution massive inégale de la richesse dans notre société.
Les super riches maintenant, pour eux, littéralement 50 millions, 100 millions, c'est des stas. Now, for them, literally $50 million, $100 million, it's nothing. It's nothing. But for most of humanity, it's a significant sum. Mais pour la plupart de l'humanité, c'est une somme d'argent significative. Et maintenant, qu'ont-ils fait? Ils retiennent leurs contributions de donateurs anciens élèves parce que les étudiants juifs se sentent en danger et mal accueillis. Il a donné le prétexte. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Nous ne l'avons tout simplement pas de notre côté. Et donc, nous n'avions pas la prérogative d'aller voir les présidents des universités et le conseil d'administration avec ce genre de menaces. Je n'avais pas réalisé cet aspect d'ailleurs. J'ai compris que vous ouvrez la porte à un désastre en utilisant le veto de l'inconfortable, du mal accueilli, du dangereux. Inconfortable, mal accueilli, dangereux. Unwelcome, unsafe, uncomfortable, unwelcome, unsafe. You are opening Vous ouvrez une porte. Et je savais que ces gens opèrent dans les coulisses. Quand on m'a refusé la titularisation dans une université complètement négligeable, je savais que c'était en coulisses. Le conseil d'administration exerçait des pressions sur l'université. Ce n'était pas Alan Dershowitz. C'était le conseil de personnes avec de l'argent qui exerçait des pressions sur l'université. Je comprenais cela. Mais maintenant, c'est juste effronté. C'est au grand jour. Quand William Ackman a refusé l'argent, vous savez, il a dit, et il avait donné beaucoup, comme 50 millions de dollars par an ou quelque chose comme ça à Harvard. C'était juste la partie émergée de l'iceberg, car ensuite une lettre a été envoyée à Harvard par environ, ma mémoire n'est pas parfaite en ce moment, mais plus d'1 millier d'anciens élèves juifs disant qu'ils n'allaient pas donner d'argent à Harvard. Donc cela a commencé à prendre de l'ampleur, et ensuite l'argent devient significatif. Vous savez, l'argent devient significatif. Même si, comme je l'ai dit, avec les deux mises en garde, que pour la plupart des gens déjà, les 50 millions de dollars d'Ackman sont significatifs, mais aussi la mise en garde que le fonds de dotation de Harvard était tel qu'il ne semblait pas si grand. Donc c'était un désastre. Et cela nécessite, vous savez, faire partie de la gauche, comme des personnes comme Rosa Luxemburg l'ont souligné il y a longtemps, c'est que vous devez être autocritique. Vous devez. Qu'est-ce que la politique? C'est beaucoup de choses, mais l'une d'elles est d'apprendre de l'histoire, d'apprendre des erreurs, d'apprendre des fautes. Lorsqu'une erreur ou une faute se produit, ou qu'une catastrophe survient, il faut réfléchir de manière critique à ce que nous avons fait de mal. Si tant est que nous ayons fait quelque chose de mal, parfois des catastrophes se produisent et nous n'avons aucun contrôle sur elles. Qu'avons-nous fait de mal? Aussi, bien sûr, qu'avons-nous fait de bien? C'est important. Je pense par exemple que Bernie Sanders a fait beaucoup de choses bien, et j'espère que la gauche apprendrait de ce que nous avons bien fait. Mais nous ne devrions pas laisser notre ego obscurcir la réflexion sur ce que nous avons fait de mal. Et je crois que toute cette culture woke de l'annulation a été une catastrophe complète, qui était complètement et totalement ignorante, I-G-N-O-R-N-T, ignorante de notre histoire. Sais-tu, si tu regardes l'histoire de la lutte pour la liberté d'expression dans notre pays, c'était une très grande bataille. C'est une chose de l'avoir dans la Constitution. Mais crois-moi, il a fallu beaucoup pour transformer ce qui était dans la Constitution en loi réelle. Un bon 80% des affaires qui ont été portées devant la Cour suprême étaient par des personnes de gauche. Ils se battaient pour le droit de prôner le renversement d'un gouvernement, prôner le droit de se syndiquer. Il y avait un énorme corpus de litiges qui ont finalement été portés devant la Cour suprême, et c'était en grande partie par la gauche. Et puis soudainement, cette soi-disant gauche, à mon avis, ce n'est pas du tout la gauche, mais cette soi-disant gauche, cette culture de l'annulation éveillée, a abdiqué
et jeter par-dessus bord toute cette histoire et la remplacer par ce qui ne peut être décrit que comme un désastre complet. Mais je veux aussi ajouter la mise en garde que je crois bien sûr qu'il y aurait eu une attaque de la part de la classe suprémaciste juive milliardaire. Oui, il y aurait eu une attaque, mais cela n'aurait pas été si facile pour eux. Ils n'avaient qu'à prononcer 3 mots: inconfortable, indésirable et dangereux. Et cela a mis fin à tout débat à travers le pays. Ce fut un désastre. J'espère que certaines personnes, celles qui sont investies dans la DEI, évidemment, c'est leur gagne-pain, les Robin DiAngelos, les Ibram X. Kendi, c'est leur gagne-pain. Donc ils ne vont pas réfléchir de manière critique, mais tout le monde, je pense, devrait faire un examen de conscience. Était-ce une stratégie judicieuse de la part de la gauche? Et sur ce, je vais devoir partir car j'ai un autre rendez-vous. Monsieur Berger, nous pourrons toujours le refaire à l'avenir. Eh bien, professeur, merci beaucoup de m'avoir rejoint. C'était vraiment un privilège de parler avec vous. Permettez-moi de vous demander, si les gens veulent soutenir votre travail, je sais que vous avez un livre à paraître plus tard cette année. Écoutez, je suis de l'autre côté de minuit. En fait, je suis bien au-delà de l'autre côté de minuit. Donc je ne cherche pas de soutien. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai de la nourriture dans mon réfrigérateur. Et heureusement, j'ai du chauffage en hiver. Pas de climatisation en été, cependant. J'ai écarté cette option. Donc, vous savez, ce que nous devrions faire, c'est essayer de réfléchir à des moyens de soutenir Gaza. Et ce n'est pas si facile, en fait, de trouver des moyens en ce moment. Et faire de notre mieux, ce qui est très difficile pour éviter qu'il soit retiré de l'agenda de notre société. En ce moment, c'est parti. Si vous regardez les premières pages des journaux, Gaza a disparu, et ce depuis environ 1 mois. Nous devons faire ce que nous pouvons. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir rejoint, Norman. Cela signifie vraiment beaucoup. Et vous savez, nous resterons en contact et j'espère vous parler bientôt.